Ok, donc on va commencer avec le premier sondage de ce talk. Et le sondage, c'est est-ce que tu m'entends? Eh oh. Et première réponse, eh oh oh. Deuxième réponse, oh 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 oh. Ok, donc ça c'est un peu pour tester. Apparemment la voix ça le fait pas. Donc ce qui est bien c'est que je vois le chat en live. Donc, comme ça va être enregistré aussi, ça va être un peu bizarre de me voir me marrer tout seul, mais c'est parce que les gens disent des bêtises dans le chat. Je sais pas si je pourrais tout lire en live, mais on va voir comment ça se passe. Bon bah merci d'être là. Euh, donc il est à peu près 6 heures du matin à San Francisco. Donc je me réveille, donc vous excuserez les préparatifs, je suis un petit peu dans le pâté. Je me présente, je suis Pierre-Yves Bricot, je suis software engineer à Square. Ça fait 7 ans que je suis à Square, un peu plus de 7 ans même. Et aujourd'hui, je voudrais partager les bonnes pratiques que j'ai découvertes à Square, en espérant qu'elles puissent peut-être éventuellement arriver en France. Comme ça, si un jour je rentre en France, je trouverai les mêmes pratiques. Mais surtout parce que je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont intéressantes à regarder et peut-être à apprendre. Je pense pas que nécessairement il faut que vous fassiez tout ça à la lettre, mais c'est des petites idées. Si vous avez des problèmes similaires, ça peut être intéressant d'essayer ce genre de choses. Mais avant tout, je voudrais parler un peu du titre de ce talk. Euh, le titre de ce talk est un peu chelou. C'est fait exprès pour Request Yoga, avocat de Toast, 7 ans d'engineering à Square. Parce que, au-delà des pull requests, la pratique qui a le plus impacté et que j'ai découvert à Square, c'est le yoga. Et donc, pourquoi? Alors, le yoga vinyasa, plus particulièrement pour ceux qui connaissent, tout simplement parce qu'il y avait des cours gratuits à Square. Et comme je suis un peu radin, moi, je serais jamais allé à un cours de yoga tout seul. Mais, du coup, je suis allé pour voir. Et en fait, c'était vachement galère. Du coup, j'ai bien aimé. J'étais vraiment pas flexible. J'ai appris à faire des trucs genre euh, faire le poirier, faire des choses comme ça. Et en fait, j'étais vraiment mauvais. Mais à force de le faire et de tomber sur tout le monde, finalement, j'ai réussi par y arriver. Comme quoi, finalement, il y a peut-être une petite leçon, c'est que même quand quelque chose est très difficile, si vous pratiquez beaucoup, ça s'améliore. Euh, et c'est tout. Et effectivement, c'était un titre qui permettait peut-être de vous faire venir dans la pièce, parce qu'on va pas du tout parler de yoga pendant ce talk. Voilà. Alors, je vais cacher le sondage. Ah bah non, je vais quand même regarder les résultats. Hop, il revient. Il y a un petit décalage, en fait, c'est assez marrant. Et ben alors a priori, la majorité m'entend. Ça c'est cool. J'espère que le sondage est assez gros. Si c'est pas le cas, je pourrais faire une petite intervention et changer ça, mais n'hésitez pas à me dire si le sondage est un peu trop petit. Alors, on va du coup passer au deuxième slide. Ah bah ça c'était le slide du sondage. Donc là on l'a vu. Donc, j'espère que vous avez déjà entendu parler de Square, mais bon, sinon, bah voilà, c'est une boîte de la Silicon Valley. C'est plus vraiment une start-up aujourd'hui. C'est une entreprise qui a démarré en 2009, qui a autour de un peu plus de 3000 employés aujourd'hui. Et Square est assez connu dans la communauté Android pour tout ce qu'on fait en open source. Donc là, j'ai pris sur square.github.io, on a la liste des projets open source qu'on fait. Et donc, normalement, vous en connaissez un certain nombre. Donc moi, je suis l'auteur de Leak-Canary. J'ai déjà donné plein de talks à différentes conférences sur le sujet. Et donc, juste pour voir un petit peu, effectivement, j'ai un autre sondage, du coup. Marion, si tu... Ah, non, ça, c'était pas ce que je voulais faire, ça non plus. Ah, c'est compliqué ce matin. Ouh là là, on se réveille, on se réveille. Alors, toc, tac, tac. Voilà. Oup. Yes. Voilà, donc je vais vous lire le deuxième sondage. Quel est votre projet open source préféré? Premièrement, Retrofit. Deuxièmement, Leak-Canary. Troisièmement, Volley. Quatrièmement, D, la réponse D. Voilà, je compte sur vous. Alors, en fait, je ne sais pas comment ça marche les sondages. Je suppose que je ne vois pas tout de suite les résultats. C'est quand Marion décide de publier. Alors, et j'ai Obi-Wan Kenobi. Alors, on voit les références. Il n'y avait pas de place pour Obi-Wan Kenobi, malheureusement. Alors, il y a un piège. Mais je vais pas en parler. On va attendre. Je sais pas combien de temps on attend, Marion, avant de montrer les résultats du sondage. Ou alors est-ce qu'il est dispo?
Et c'est juste moi qui dois rafraîchir la page. Il faut attendre jusqu'à ce que Click Canary prenne la première place. Et effectivement, on ne bouge pas d'ici tant que Click Canary n'est pas en première place. Alors attends, parce que j'ai un admin chat, en fait, je peux parler directement avec l'admin, je crois. Alors, je sais pas comment ça marche. Est-ce que tu... elle me demande de refresh, donc je vais faire ça. A priori, hein, les trucs, les sondages, ça marche pas encore tout à fait à base. Et ça y est, je ne comprends rien. Donc on est reparti. Voilà. Donc, 72% rétrofit. Donc moi, je m'en vais. Voilà, parce que finalement, le but, c'était que vous répondiez le canal. Non, je déconne. Effectivement, il y avait un petit piège. Voler, c'est un projet de Google. C'est pour voir si vous suivez bien. Je vois que la réponse D a beaucoup de succès. Donc, que je ne me trompe pas de computer. Donc, en fait, ce dont je voulais parler là rapidement, c'était pourquoi je vous posais cette question. C'est parce que Square est connu pour l'open source. C'est une question qu'on pose souvent, mais c'est comment vous faites pour avoir tant de projets open source? Quelle est votre stratégie? Combien de temps vous y passez? Où est-ce que ça a commencé? Donc, je vais un peu parler de ça. Attends, du coup, j'ai perdu le chat. Je vois plus les bêtises que vous dites. C'est évident. Donc, déjà, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on open source. En fait, c'est assez simple pour nous. On open source tout ce qui est de l'infra qui peut servir à d'autres, tout ce qui est du code d'infra, tout ce qui est du code générique qui peut servir à d'autres entreprises et qui n'est pas core. Et alors, quand on dit core, c'est assez simple. C'est un truc qui est vraiment essentiel à notre business, par exemple du code de paiement, des trucs comme ça. Soit du code qui poserait un risque de sécurité si on le publie. Il y a très très peu de choses qui posent un vrai risque de sécurité, mais il y a quelque chose ici et là sur comment on fait un certain nombre de revues de risques, etc., où on préfère ne pas publier. À part ces choses-là, et franchement c'est pas grand-chose, on est prêt à tout publier. Et la raison principale pour laquelle on ne publie pas plus, c'est simplement parce qu'on n'a pas assez de ressources, pas assez de temps pour tout faire. Mais le principe de base, c'est il y a quelques règles sur ce qu'on ne peut pas publier, le reste, allez-y. Et puis je vais cacher le... Hop, voilà. Le sondage était resté là. Mais bon, vous avez pu voir, quoi. Donc la deuxième question, c'est mais pourquoi est-ce qu'on fait autant d'open source? En fait, il y a un peu 4 principes derrière. Le premier, c'est le principe de redonner à la communauté ce qu'elle nous a donné. En fait, quand on regarde notre entreprise, on est tellement de soft, d'open source. Toutes nos stacks, c'est basé sur l'open source, et Android, dans la communauté Android, c'est aussi l'open source. On s'est dit que ce serait bien quand même de redonner à la communauté. Une autre raison, c'est simplement un problème de ressources, c'est qu'en partageant en open source, du coup, on a beaucoup plus de gens qui vont tester notre software. Du coup, il va s'améliorer à la fois en termes de forme d'API et de bug fixing, parce qu'on a pas mal de gens qui vont soit nous proposer des contributions, soit rapporter des bugs. Entre le troisième, et ça c'est assez important, c'est tout ce qui est recrutement. On a vu Square est assez connu, notamment dans la communauté Android, mais dans d'autres communautés aussi. Je pense que Ruby, c'était pas mal. On a eu pas mal de choses assez tôt quand on a publié. Peut-être plus autant aujourd'hui. Mais on a vu un impact sur le recrutement qui est très très fort. C'est-à-dire que vous savez peut-être aujourd'hui à San Francisco, les ingénieurs coûtent très cher. Et c'est dur d'être en compétition avec Facebook et Google parce qu'ils ont énormément d'argent et ils mettent le paquet sur les salaires. Mais nous, ce qu'on a, c'est que les gens, en fait, sont excités de bosser pour Square. Et donc, ça nous aide un petit peu à faire venir des gens chez nous parce qu'ils se disent, tous ces projets open source, j'ai vu comment c'est, j'ai vu le code, je connais un peu les gens et tout ça, et ça leur donne envie. Et enfin, évidemment, quand on met quelque chose dispo publiquement, tout le monde peut le regarder, donc on a envie que ce soit bien, et du coup, ça fait ça, si vous voulez, inciter à plus d'open source, ça force à monter la qualité du software qu'on écrit. Et donc après, il y a un peu la question, mais comment on fait exactement? Est-ce que un matin, un ingénieur se réveille avec une idée de projet open source, il est parti, il écrit à partir de zéro? En général, non. Sauf si c'est Jake ou Jesse, et encore, ça fait pas si longtemps que ça. Mais la plupart des ingénieurs, c'est pas le cas. En général, ça démarre avec une codebase assez normale.
où il y a plein de codes partout, des petits Lego, des petits bouts de code, etc., bien organisés. Et en fait, quand on y pense, on écrit tous du code d'infra un peu tout le temps. Si vous regardez vos applis aujourd'hui, vous allez voir que vous avez écrit une utilities ici, et vous avez souvent des problèmes. Vous n'êtes pas tout le temps en train d'écrire, en train de mettre des icônes à l'écran et d'écrire des nouveaux écrans. Il y a toujours des petits bouts de code, même du code de UI ou des machins comme ça, qui est réutilisable. Et c'est là où en fait il faut vraiment avoir ce mindset de se dire, cet état d'esprit de se dire, ah ben attends, là ça pourrait être partageable, ça pourrait être partageable. Et on partage pas forcément tout, mais au fur et à mesure du temps, on commence à identifier le potentiel d'outils qu'on aimerait bien, qui pourraient être utiles ailleurs. Et les étapes, en fait, et c'est le point clé, on a fait en sorte que les étapes soient assez simples. Première étape, bouger le code. Donc, on va commencer à modulariser, peut-être le mettre dans un repo à part, ce genre de choses. La deuxième étape, c'est le nettoyer. Donc, ça va être clean up les API, enlever les commentaires un peu relous ou chelous qui ne devraient pas être vus. Troisième étape, ça c'est assez important, même si c'est un peu embêtant, effacer les historiques Git. Quand on a un projet qui fait partie d'une codebase plus large, où il y a des années de commits, c'est très compliqué de garantir qu'il n'y a pas de secret dans les commits, de choses qu'il ne faudrait pas partager avec l'extérieur. Alors, on pourrait revoir tous les commits, mais en général, on préfère dire tant pis, on efface l'historique. C'est le désavantage principal et une des raisons pour lesquelles on préfère, si on pense à quelque chose, démarrer en open source. Mais en général, on l'a fait sur des librairies où on avait déjà fait quelque chose et on voulait recommencer de zéro. Par exemple, Moshi versus JSON. JSON, c'est une librairie Google de parsing de JSON, mais Jesse savait qu'il voulait en faire une, donc il a fait Moshi. Là, ils ont démarré de zéro. La quatrième étape, c'est simplement de demander à des collègues de revoir le code. Et ensuite, on envoie un email à Legal. En général, ils répondent dans 1 ou 2 jours après en disant c'est bon, il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle, de choses comme ça. Allez-y. Et après, on publie. Une des questions que j'ai souvent, mais ça prend un temps énorme tout ça. Et en réalité, oui et non. Alors, est-ce qu'on bosse en dehors de nos heures de travail? Des fois, mais c'est plus de manière générale, il y a des gens qui bossent en dehors de leurs heures de travail sur n'importe quel problème que spécifiquement lié à l'open source. La quantité de code, elle est à peu près la même quand on écrit du code d'infra, quand on maintient du code d'infra, qu'il soit en open source ou pas, c'est à peu près la même quantité. Là où il y a un peu plus de temps qui est passé sur le community management, sur la gestion des issues, etc. Donc là, il y a 2 tricks. Le premier, c'est de faire des projets open source qui ont une scope, une portée assez réduite. C'est pour ça qu'on a pas mal de petits projets. Retrofit, ça fait juste c'est les interfaces pour définir des appels Internet, enfin réseau, je perds mes mots là. On a OKHTTP qui est pour la couche réseau, OKIO qui est pour la couche IO en dessous de la couche réseau. Et en fait, en créant toutes ces petites, c'est vraiment toutes petites librairies, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Et la scope de la librairie est très claire. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, ah ben non, ça je veux pas, ça je veux pas, oui, ok. Et donc, de passer beaucoup moins de temps à manager les issues. Alors, l'autre question, c'est comment, moi, en tant qu'ingénieur, je libère du temps pour faire de l'open source. En réalité, c'est toujours la même recette. Quand on commence dans une entreprise, quand on commence dans une équipe, on commence par progressivement monter en compétences, apprendre des choses, etc. Ensuite, à un moment, on est plus en confiance et là, on est capable de livrer plus de choses. Et toute l'astuce consiste à un moment à ne pas livrer plus, à ne pas faire plus de features plus vite, mais à récupérer un peu de ce temps-là pour l'investir dans d'autres choses qui vont avoir un impact plus grand. Et une de ces choses-là, c'est l'open source. Et donc, c'est typiquement ce que je fais. Une autre version de ça, c'est si vous êtes tech lead, l'astuce ultime, c'est un peu évident, mais en général, en étant tech lead, on a une team autour de soi. Et c'est un peu facile de se dire, là, il y a un truc qui a l'air très compliqué, je vais aller faire ça parce que franchement, les autres, ils risquent de faire des erreurs, etc. Et puis, ils savent pas comment faire. Et c'est là qu'il faut dire, non, t'es tech lead, tu identifies les problèmes durs et ensuite, tu trouves quelqu'un pour les faire à ta place. Et tu vas faire du pair programming avec eux, les aider vraiment au début, passer beaucoup de temps avec eux pour leur montrer comment tu réfléchis au problème.
Mais en faisant ça, donc ça demande beaucoup de temps au début, mais en faisant ça pendant un certain temps, d'un seul coup, tu te retrouves entouré d'autres gens qui ont les mêmes compétences que toi, et du coup, tu peux faire complètement autre chose. Et donc, c'est là que tu peux dire, bon, en fait, moi, je vais faire de l'open source, les gars, vous continuez, ça a l'air bien, je vous fais confiance. Alors, j'exagère un tout petit peu, mais en gros, l'idée, c'est d'investir autour de vous pour ensuite pouvoir avoir plus de temps libre. Et enfin, l'histoire de la culture, c'est pas juste un ingénieur, c'est une culture partagée. Et comment on a fait, c'est très simple. On avait parmi les premiers ingénieurs, des gens qui étaient pour qui l'open source était très important. On a fait ce que je vous disais, c'est-à-dire toutes les étapes pour finalement que ce soit très facile de publier de l'open source. Faire de l'open source, ça devrait être facile quand on a envie de le faire, quand les gens sont motivés. Et ensuite, ça a attiré d'autres gens, qui ont attiré d'autres gens, qui ont attiré d'autres gens. Et finalement, il y a plein de gens qui font de l'open source. Et on a toujours gardé aujourd'hui cette idée qu'il faut avoir très peu de friction, que ça doit être très facile de faire de l'open source. Mais aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. Je vous donnerai on pourra en parler un peu dans les questions à la fin. Donc, Marion, j'espère que tu es prête. C'est l'heure du sondage. Alors, on va voir si il s'affiche. Alors, n'hésite pas à me dire si je dois rafraîchir la page ou pas, parce que yep, refresh. Ok. Bon, alors, refresh la page. Il est là. Ah, maintenant, c'est bon, ça s'affiche. Ensuite, je reviens dans Keynote. Je vais en slideshow. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, on est bien. Ouais, c'est le bon sondage. Oui, c'est vrai que je t'ai pas du tout dit quel sondage. C'est bien Marion, on la suit. Alors. Donc, ouais, c'est ça. La question, c'était, à votre avis, qui est en charge de la stratégie open source de Square? Est-ce que c'est le ou la VP of Engineering? Est-ce que c'est le ou la CTO? Est-ce que c'est les recruteurs-recruteuses? Ou est-ce que c'est dès la réponse D? Alors, ce qui est rigolo, c'est comme c'est classé par ordre, du coup, dès la réponse D est en deuxième. Et la réponse est D, la réponse D. Puisqu'effectivement, vous ne le saviez peut-être pas, mais il n'y a pas de VP of Engineering à Square et il n'y a pas de CTO non plus. Alors, il y a 5 ans, on avait un CTO qui était Bob Lee, mais il est parti il y a pas mal d'années maintenant. Et en fait, il n'y a personne en charge de la stratégie open source. Personne. C'est la responsabilité de personne. Donc ça, ça peut être assez surprenant. Et alors bon, là, je vais me partir un peu plus enterprise, un peu moins technique. En fait, Square a organisé un petit peu comme un écosystème. On est divisé en business units c'est-à-dire qui s'occupent de différents types de produits. Dans une business unit, les équipes sont divisées en équipes produits. Et chaque équipe est une petite équipe qui est une équipe qu'on dit full stack. Alors, ça veut pas dire que tout le monde fait tout, mais ça veut dire que c'est une équipe avec un ou deux ingénieurs iOS, un ou deux ingénieurs Android, serveurs, des designers, etc. Et l'idée, c'est qu'en faisant des petites équipes qui sont capables, qui ont toutes les compétences pour se démerder tout seuls, et qui ont en plus la capacité à prendre des décisions, elles peuvent avancer très très vite. Donc la capacité à prendre leurs propres décisions, c'est très très important. Donc comment ça marche? La première chose, c'est il faut de la transparence. Alors c'est dans tous les sens la transparence. C'est très 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 avancé à Square. C'est par exemple l'idée que dès qu'on fait un meeting, on prend des notes, on les envoie à toute l'entreprise. Imaginez 3000 employés qui font des meetings, toutes les notes, pouf, elles vont à toute l'entreprise. Les ingénieurs, dès qu'ils font du design, dès qu'ils font le design d'une architecture ou d'un truc comme ça, ils écrivent des docs, ils partagent leurs docs pour avoir du feedback, mais aussi pour partager ce qu'ils sont en train de faire. Les managers, y compris le leadership à la tête de l'entreprise, partagent énormément sur quelles décisions ils prennent, mais surtout comment ils prennent leurs décisions. Ils expliquent vraiment leur manière de raisonner et les signaux qu'ils ont, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand les équipes locales ont entièrement le contexte et comprennent dans quelle direction l'entreprise est en train d'aller, pourquoi, dans quelle direction leur organisation est en train d'aller. Et du coup, ça leur permet de prendre des décisions qui sont alignées avec ça, plutôt que d'essayer de se fighter en permanence parce qu'ils ne comprennent pas le contexte de l'entreprise. L'idée, c'est qu'on est tous alignés dans la même direction. Alors, donc pour que ça marche bien, il faut bien embaucher, évidemment. Et ça ne veut pas dire embaucher des super ingénieurs ou des choses comme ça. Ça veut juste dire embaucher des gens qui sont capables d'être empathiques, d'aller chercher un consensus, d'écouter du feedback, etc.
Et donc, ça fait partie des critères sur lesquels on recrute. Et ensuite, alors c'est là où c'est assez rigolo, c'est que du coup, comme on a toutes ces équipes indépendantes, tout ce qui est infra, on est toujours un peu en retard là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas tendance à créer des équipes core. Et en général, on le fait quand il y a vraiment plus d'autres choix. On a tendance à laisser les équipes un petit peu faire faire ce qu'ils veulent entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de CTO, il y a personne qui décide. Bon bah, allez maintenant on passe au cloud. Mais il y a des équipes qui commencent à expérimenter. Il y a une grosse idée de cette culture d'ingénieurs qui checkent les uns avec les autres, qui discutent et qui avancent à peu près tous dans la même direction, qui fait que globalement ça marche bien. Et quand ça marche plus, en général on essaye de créer une équipe infra pour résoudre le problème. Mais l'équipe infra n'a pas vraiment d'autorité sur le sujet. C'est une équipe qui sert. Et si à un moment elle sert plus à rien, bah, personne ne va utiliser son produit, les gens vont faire autre chose. Et du coup, l'équipe infra va finir par disparaître. Alors, il y a quand même des désavantages à ça. Le premier désavantage, c'est que du coup, comme il n'y a pas trop d'autorité, c'est assez facile de faire n'importe quoi. Si vous décidez de faire n'importe quoi et que vous en parlez à personne, bah, c'est tout à fait possible, par exemple, d'écrire un service en Node.js et de le shipper. Et on a eu des gens qui ont fait ça. Alors après, bah, on le maintient et c'est des problèmes. Et en gros, à long terme, c'est pas forcément positif pour la personne qui a fait ça, mais c'est un des coûts. Mais en fait, l'avantage est tellement important, l'idée d'avancer super vite, qu'on est prêt à prendre ce coût. Et l'autre chose, c'est que bah, du coup, convaincre un grand groupe d'ingénieurs ou un grand groupe de personnes de faire quelque chose, un changement d'architecture, un truc comme ça, c'est tout à fait possible, mais ça demande des compétences particulières et ça demande pas mal de boulot. Il faut aller parler à différentes personnes, écouter leur feedback, améliorer le design basé là-dessus. Mais au final, ça permet d'avoir des bien meilleurs résultats parce que l'idée, c'est pas qu'on essaye de convaincre le big boss et c'est tout. Il faut apprendre à convaincre la communauté. Voilà. Donc, et donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour notre CEO, notre PDG, Jack Dorsey, parce que pour lui, il veut que ce soit une boîte qui n'ait pas besoin de lui. C'est très très important pour lui que la boîte n'ait pas besoin de lui pour continuer. Il dit si demain je meurs ou il se passe un truc, voilà, je veux que la mission continue sans moi. Et donc il faut que tu aies une boîte plutôt indépendante avec plein de gens qui sont capables d'avancer. Il y a une autre chose qu'il nous a appris, Jack Dorsey. Alors ça va être un petit peu rigolo, on va voir si ça marche. Il a fait un truc assez marrant. Ok, j'ai appris un truc de Jack Dorsey il y a quelques temps et puis il le répète assez souvent. C'est la méditation. Et ça, alors j'ai préparé un truc. Ça peut paraître un peu ridicule, mais en gros, la dernière fois, on a fait un all hands. Donc, imaginez plusieurs millions d'employés. Il démarre le all hands en faisant 5 minutes de méditation. Donc, au départ, c'est un peu surprenant. Alors, je vais juste tester un truc là. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire ça, tous ensemble? C'est un peu ridicule. A priori, on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais l'avantage, là, c'est que vous êtes chez vous, il n'y a personne qui vous regarde, donc personne ne saura si vous faites ça et personne ne va vous... Ah, regarde, c'est marrant. Donc j'en ai... on ne voit plus. Je sais pourquoi. Là, vous voyez? Je crois que le nope, c'était non, on ne peut pas faire de méditation. Ok, c'est cool. Désolé. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait faire une petite session de méditation? Alors pourquoi? Je ne vais pas encore parler de coronavirus, même si c'est un peu le sujet dont tout le monde parle en ce moment, mais un des trucs du coronavirus, c'est que on perd le contrôle. On a l'impression qu'on est bloqué chez soi, on peut plus rien faire, on n'a plus aucun contrôle. Et donc l'idée là, ce serait de dire, bah, vous n'avez pas complètement perdu du contrôle. Si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, ça peut faire du bien, et notamment la respiration. La respiration, c'est un truc qu'on contrôle. On respire à peu près 16 fois par minute, et en moyenne, 9 à 16 fois selon les gens. Mais en faisant un exercice comme ça, on peut descendre à 4 fois par minute. Et donc, je vous demandais si ça pourrait être intéressant de faire ça. J'ai installé une appli de timer de méditation, voilà, ça s'appelle Insight. Je vais voir si je peux faire un setup assez rapide. Je vais mettre 3 minutes. Et je vais le faire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme petite musique?
On va mettre la pluie. Ok. Et puis une petite. Voilà, ça c'est bien comme son, ça. Euh, Puis je vais mettre une musique d'intervalle. Allez, au bout de 15 secondes, ça va, comme ça vous arrivez à compter. Et répéter toutes les 15 secondes. Voilà. Toc. Alors. Et puis on va en faire. Oh non, on va pas faire d'intervalle, tiens. Donc là, je crois que c'est prêt. Ok. Vous êtes chaud? Alors, donc c'est ça. Je vais vous rappeler les règles. Je vais le lancer. Fermez les yeux et vous concentrez sur votre respiration. Et le but, c'est de respirer, de faire les respirations, les inspirations et les expirations le plus longues et profondes pendant 3 minutes. Allez, c'est parti.
Donc, ça fait plus de 3 minutes, les amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de 3 minutes, j'ai mis 3 heures. Donc, on n'a pas eu le donc de fin. Heureusement qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça commence à faire long. Ouais, voilà, je vous montre parce que. Donc, a priori, on a fait 4 minutes 50. Pas mal. Vous avez éventuellement un compteur aussi, vous pouvez regarder le temps. Bon, bah écoutez, c'est bien. Pas mal pour gagner 3 minutes de talk, effectivement. Alors, on n'est pas à la moitié du talk, je me rends compte qu'on est un peu short au niveau time. Donc, on était sur le sondage d'après, qui est, non, pas ça. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que c'est vert là? Parce que moi, je vois un écran vert quand je regarde le poll. Talk. Qu'est-ce qu'il fait? Ça blink en vert, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas le software de compositing qui a un peu du mal? Si je pense qu'il galère. Je vais lancer. Hein. Et, ok. Ah, mais du coup, est-ce que ça va marcher? Maintenant, il faut que je lance Chrome. Si je rafraîchis. C'est pas mal ça. Alors, attends, si je fais ça vraiment. Est-ce que la vidéo est de retour? Alors, quand la vidéo est de retour, eh ben, les amis, on a récupéré. Bon alors, ah ouais, théoriquement, il reste. Tiens, Marion, dis-moi, ça coupe sec là à la minute 40 ou comment ça se passe? Parce que du coup, c'était bien, mais comme il reste 2 minutes, je ne sais pas si ça ne coupe pas. Prends ton temps. Bon, les mecs, on est là pour les mecs et les filles, on est là pour 3 heures. Ben, on est au slide 25 de 40, donc je vais quand même speeder un petit peu. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est. Alors, je vous montre pour voir si ça vous a plu. A priori, ça vous a plu majoritairement, ce qui est cool. Attends, je vais cacher le sondage. C'est pas ça, c'est cette touche-là. Et donc, je voulais vous parler un peu du fait que quand j'ai rejoint Square, on est passé de 500 à 1000 employés en un an. Et donc, on avait cette idée de petites équipes autonomes, etc. Et ça, c'était cool. Mais quand vous passez de 500 à 1000 employés, à l'époque, on n'avait pas pratique pour tout ce qui était design et tout ça. Donc, les gens faisaient plein de trucs différents sans trop partager. Et donc, on avait deux problèmes. C'était plusieurs problèmes. Pas de review de tout ce qui était design. On ne savait pas apprendre aux jeunes ingénieurs comment faire du design et de l'architecture, etc. Et donc, on a introduit cette idée de design review quand les projets sont assez gros, une grosse feature, un nouveau service, etc. Et l'idée clé, c'était de dire, OK, on va prendre les requirements et les buts de ce qu'on est en train de faire, écrire un doc et itérer. C'est pas du big design upfront, c'est un prototype, commencer à écrire mon doc. Ensuite, faire une loop de review, c'est-à-dire que on partage le doc peut-être avec une première personne, le collègue d'à côté. Il donne du feedback. C'est des Google Docs, hein, donc il fait des commentaires, etc. Il ou elle. On fait ça une deuxième fois avec une autre personne, puis 3 personnes, puis plus de personnes, etc., etc. Ah ouais, le compositing a des petits soucis, non? Bon, alors j'espère que vous êtes bons à la lecture et que vous arrivez à m'entendre bien. Je suppose que tant que vous m'entendez, ça donne un petit côté artiste. À Canal+, c'est revenu. Voilà, c'est parti. OBS, c'est la folie. C'est OBS qui fait ça? Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'Activity Monitor? Le laptop va bien. Ouais, c'est ouvert. Je vais voir si je fais Stop Virtual Camera et Start Virtual Camera. Bon. Je vais essayer d'enlever la vidéo pour voir. Alors, on va faire autre chose sinon. On va faire ça. Je reviens. Je reviens. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la caméra. Est-ce que je peux changer la caméra là? Manage. Ouais, je reviens les amis. À tout de suite. Bon,
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, les amis. Vous savez quoi? Non, je vais faire un truc genre, ah si, allez, je vais partager mon écran. Et puis, ça sera comme ça. Et puis, c'est tout. Et puis, on va se démerder. Et puis, je vais le faire avec les notes, comme ça, vous verrez tout ce qui se passe, et puis, ce sera très bien. Alors, est-ce que du coup, là, ah bah non, c'est du caca, partager l'écran, là. Bon. Est-ce que là, ça marche? Pourquoi ça marche pas? Alors déjà, OBS, c'est du caca, on va quitter. Mais j'ai fait... Ah, sharing a window. Ok. Rehearse. Non, ça kiffe pas. Hein. Share application window. Allez, vas-y, on va partager ça. Je suis pas sûr que ce soit OBS qui déconne là. Non, OBS, c'est pas du caca, c'est très bien, mais là, en l'occurrence, ça marche pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors, sinon, comment je fais? Eh ben, vous savez quoi, hein? Là, ça donne quoi, là? Eh ben, on va le faire sans slide, après tout. Les slides, ça sert à rien. Hein? On va finir sur les trucs les plus importants. Alors, donc, l'idée, c'était que... ah bah non, c'est ouvert là maintenant. Et puis la page, je suis auto-rafraîchi. Parce que moi, j'ai un écran de contrôle sur un autre ordi là, donc du coup, je vois rien. Bon, vous m'entendez, on s'en fout. Allez, on s'en fout, on y va. Donc l'idée, c'est qu'on partage progressivement à plus en plus de gens. Je reviens sur les design docs. La méditation, ça a vraiment foutu le bordel. Hein. Très mauvaise idée, je l'aurais pu. Donc, une fois qu'on a partagé avec de plus en plus de gens, ensuite on l'envoie à tous les engineering et on commence l'implémentation. Et l'idée de le partager, donc l'idée c'est que le design doc que vous écrivez, vous le partagez avec toute l'entreprise. Le but c'est pas d'avoir du feedback de toute l'entreprise, c'est juste de partager pour qu'ils puissent voir ce que vous faites et apprendre de la manière dont vous avez fait le design. Le souci, enfin, quand on a voulu mettre ça en place, il y avait quand même un petit souci, c'est qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire ça. Donc comment est-ce qu'on fait l'entreprise pour faire tout ça? En fait, il y a la manière dont on l'a fait, c'était assez marrant. Il y a des ingénieurs qui sont mis ensemble d'un peu partout. Quand on va faire ça, ils ont documenté le process, ils ont essayé d'enlever un maximum de friction. Et ensuite, ils ont trouvé l'idée d'avoir des incentives, des raisons pour motiver les gens. Et une des raisons, c'était, on va dire que pour être promu, il faut avoir écrit des design docs. Alors, c'est un peu fort comme ça, c'est-à-dire pour monter dans les niveaux d'engineering, on veut avoir des design docs à regarder pour pouvoir voir à peu près en quoi la personne a eu un impact, une influence, etc. Alors, au début, on avait un peu peur que ça amène l'écriture de plein de design docs un peu pourris parce que les gens veulent être promus. Mais en pratique, pas tellement. En pratique, ça est arrivé pour parfois, mais du coup, le feedback, c'était ouais, mais on peut pas te promouvoir parce que là, tes design docs sont quand même pas très intéressants. Ils démontrent pas grand-chose, ils sont pas très bien écrits. Et du coup, progressivement, la qualité s'améliore. Donc, du coup, là, par exemple, un screenshot de design doc que vous ne pouvez pas voir. Donc, on va move on. Hein. Alors, un des trucs c'était vachement bien, mais le problème, c'est que des fois, ça peut prendre un peu de temps d'avoir du feedback parce que c'est asynchrone. Donc, un des trucs qu'on a testé, c'est ce qu'on appelle les meetings silencieux. Alors là, normalement, il y a un sondage. On va passer les sondages. Mais en gros, l'idée, c'est qu'est-ce qu'un meeting silencieux? Et le concept du meeting silencieux, c'est juste de dire, on va bloquer une heure. Il n'y a pas de pre-work, il n'y a pas de devoir. Les gens se pointent, ils n'ont pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit. La première, et donc la personne qui a fait son design doc le partage. La première demi-heure, on va revoir le doc ensemble en silence. Tout le monde se connecte sur son laptop, on n'a pas besoin d'être dans la même pièce, relit le doc et met des commentaires. Et ça permet en fait à l'auteur de répondre à tout un tas de questions et d'éviter qu'on passe une heure à avoir des questions-réponses très intéressantes. Et ensuite, des questions qui méritent un peu plus de discussion parce que ça a l'air d'être plus problématique, etc. À bout d'une demi-heure, on passe la deuxième demi-heure à répondre aux questions à l'oral.
Et ça permet finalement à tout le monde de s'exprimer, et pas seulement les gens qui parlent le plus fort. Et ça permet de se concentrer sur les problèmes les plus intéressants. J'avais un petit point sur un truc qui s'appelle NoHello, mais du coup, je vais un peu skipper. Mais l'idée, c'est que on utilise tous Slack, on fait beaucoup de remote ces jours-ci, forcément, on est tous un peu bloqués. On a un peu un protocole qui est de dire, quand tu as une question à poser à quelqu'un, tu fais pas salut, ça va, dis j'ai une question, et la personne 2 jours après, 2 minutes après, oui c'est quoi ta question, et ça peut prendre du temps. Et plutôt l'idée c'est plutôt de dire quand vous avez une question que vous voulez poser à quelqu'un, faites une seule phrase dans Slack ou dans votre appli de chat. Salut, ça va? J'ai une question, dit tac 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 question, et c'est parti. Si vous voulez en savoir plus, nohello.com. Il n'y a pas grand chose de. Je voulais parler un peu de request, mais il n'y a pas grand chose de super intéressant à part le fait de préciser quand on fait des commentaires si c'est à quel point le feedback. Donc, évidemment, tout notre code a des pull requests. Elles sont importantes. Il faut bien revoir le code. Mais la clé de l'idée, c'est de dire, là, il faut absolument cadrer ça. Ça, c'est juste un petit feedback, t'es pas obligé. Et en général, on approuve les pull requests très très tôt. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que quelqu'un ait tout réglé. On fait une revue, moi je fais une revue, je dis ça c'est bien, ça c'est voilà, ça faudrait peut-être changer ça, faudrait peut-être changer ça, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Et après j'approuve et je fais confiance à la personne. Et ça permet aux gens de bouger beaucoup plus vite. Et enfin, je vais parler un peu des entretiens d'embauche et comment on fait nos interviews. Parce que je sais que c'est un truc dont on a beaucoup parlé, qui fait des fois un peu peur aux gens en disant c'est quoi ces trucs, on fait faire des interviews sur tableau blanc, etc. Alors nous on fait pas sur tableau blanc. Mais effectivement, le coding est assez important de notre culture qui permet de recruter des gens qui matchent un peu nos critères. La réalité, c'est qu'on a des buts qui peuvent être. Et je vais essayer de vous présenter l'envers du décor, c'est-à-dire comment on le fait et pourquoi on le fait. Les points clés, les points les plus importants pour nos interviews, on veut 3 trucs. On veut que les gens aient une expérience positive. C'est le point le plus important. On veut que les gens, quand ils ressortent de l'interview, qu'ils aient fait même qu'ils aient eu un super résultat ou qu'ils soient complètement plantés, on veut pas qu'ils repartent avec une expérience négative. On veut qu'ils repartent en disant ça, je pense que c'était moyen, mais bon, c'était quand même bien sympa. Peut-être que je pourrais retenter plus tard. Peut-être que je pourrais en parler à mes potes en disant ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai pas réussi ça et ça. Ou même s'ils sont très très forts, on a envie qu'ils repartent en disant c'était quand même un petit challenge. C'était pas évident. Donc, ça, c'est la clé, une expérience positive. L'autre idée, c'est la normalisation, c'est de dire, on veut pouvoir avoir suffisamment d'interviews et de data pour pour pas faire des décisions un peu au hasard, mais pour avoir une décision, genre là, oui, on sait que c'est la bonne personne, ou que c'est une bonne personne qui passe notre barre. Donc pour ça, c'est simplement faire pas mal d'interviews qui sont assez calibrées, c'est des interviews toutes différentes, mais qui fonctionnent un peu tous sur le même modèle. Et on dit toujours, c'est pas grave si la personne prend une interview, mais en gros, on veut voir un pattern et comprendre si c'est une personne qui va matcher nos besoins. Et ça veut dire qu'on demande aux personnes aux intervieweurs, ils doivent être capables de répondre absolument ou absolument pas. Mais peut-être, c'est pas une réponse acceptable. La question, c'est est-ce que ça te va si la personne, elle vient bosser à côté de toi demain? Et si la réponse est non, dans ce cas-là, tu embauches pas la personne. Et l'autre chose qu'on demande, c'est d'éviter tout ce qui est culture fit ou etc. On essaye d'éviter les biais. Et pour ça, en fait, on a tout un tas de trucs qui permet d'évaluer des comportements. Et plutôt que de dire cette personne a l'air trop bien, c'était cool, on a parlé de surf, machin. C'est plus pour éviter d'embaucher ses copains. On essaye on dit aux gens, alors est-ce qu'elle était empathique cette personne? Est-ce que le code que la personne écrivait, est-ce qu'il avait l'air maintenable, est-ce qu'il avait l'air facile à lire, est-ce qu'elle connaissait les API, comment elle communiquait, quand on lui donne du feedback, est-ce que cette personne, elle s'est un peu renfermée dans son truc en disant non mais moi je veux faire mon truc, ou est-ce qu'elle était ouverte, comment s'est passée la relation. Et en fait, c'est aussi important que juste la qualité du code. Et voilà, c'est incroyable, mais a priori maintenant je suis tout vert. Je pense que mon Mac je sais pas si c'est OBS, je pense que mon Mac a un petit souci là. C'est bien parce que Marion m'avait dit, il faudrait que tu enregistres. Elle m'avait dit de rafraîchir Chrome. Bah ouais, mais j'ai rafraîchi Chrome plusieurs fois. Il y a un truc qui est mort dedans. Je sais pas ce que c'est.
Je sais pas ce que je peux faire. Il faut faire le poirier. Ben, en fait, quand c'était vert, là, j'ai fait 3 fois le poirier, mais vous avez pas vu. Euh, alors, je suis en train de fermer tous les softwares, c'est toujours vert. Bon, les amis, Marion, est-ce qu'il y a oui, voilà, la conf avec juste du son et un peu de vert. Est-ce qu'il y a c'est où l'endroit pour les questions? Je sais pas si on a trop le temps pour les questions. Je ne vais pas non plus vous prendre beaucoup plus de temps. On a déjà fait 13 minutes de RAM. Est-ce que alors je me souviens plus du lien. Ah, mais c'était le lien des. Est-ce que tu peux me le remettre le lien s'il te plaît, Marion, parce qu'il est peut-être dans le chat, parce que du coup moi je l'ai plus. Ah mais je te l'avoir remarqué. Ah mais si je l'ai. Et c'est où? C'est là les questions? Ah voilà. Un petit peu de questions, ça vous va? Alors, la question, donc c'était sur le même truc où là il y avait les sondages. Hein. Première, la question top, c'est est-ce vrai que l'appli de Square a plus de 1500 modules? Peux-tu me dire comment on arrive là? Je me demande si c'est pas Nelson, ça. Enfin bref. Parce que c'est une question anonyme. N'hésitez pas à mettre votre nom derrière. Oui, l'appli Square pas l'appli Square, l'appli Point of Sale, qui est une des applis de Square, a plus de 1500 modules. Je crois qu'on a 2000, peut-être même plus. Comment on en est arrivé là? En fait, on a beaucoup de code et avant il était dans un module, on avait des petits soucis. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette idée d'avoir une nouvelle pratique et de dire aux gens, développez vos features en isolation. Vous allez créer un module pour votre feature. Vous allez avoir des dépendances qui vont être des fakes. Avoir une appli juste pour cette feature. Et vous développez cette feature en isolation et vous itérez dessus. Vous l'intégrez aussi dans l'appli principale, mais la plupart de votre temps de développement est passé dans cette petite appli en isolation. Et du coup, on a créé des utilities, des scripts, etc. pour pouvoir créer facilement des modules, etc. Donc, en général, quand quelqu'un commence à bosser sur une feature, il crée 4 modules directs. 3 ou 4. Un module d'API qu'on appelle public, un module d'implémentation, un module pour Dagger, parce que Dagger, ça demande des configs un peu spéciales, et un module de UI test. UI test / appli de démo. Cette appli démo, elle ship jamais, mais elle permet de faire tourner la feature. Donc, l'expérience dans les applis de démo, en fait, on tweak l'IDE pour que quand tu bosses sur une appli de démo, tu charges que le code de ça et des dépendances de ça. Du coup, l'expérience est super rapide. L'expérience sur la grosse appli avec les 2000 modules, c'est un peu pas bon. Mais bon, voilà. Mais oui, mais on a entre 1,5 et 2 millions de lignes de code, je crois, donc c'est un petit peu, c'est un peu compliqué, quoi. On voit 10 à 20 fois plus rapide, on itère 10 à 20 fois plus vite dans les applis de démo. Donc tout le monde fait des applis de démo. Du coup, il y a encore plus de modules. Bon voilà, donc c'est un équilibre. Est-ce que vous avez un seul type de... Alors, deuxième question, est-ce que vous avez un seul type de licence ou est-ce que vous adaptez en fonction du projet? Ça, c'est pour tout ce qui est open source, je suppose. Notre défaut, c'est Apache 2. En gros, on recommande très fortement, parce qu'on considère que c'est pas non plus un sujet sur lequel on a besoin de réfléchir 2000 ans. On commande Apache 2. Si les gens ont une très bonne raison de ne pas faire Apache 2, ça se discute, il n'y a pas de souci. On n'est pas fermé, on est juste, si vous avez envie de vous prendre la tête, prenez Apache 2. Comment la boîte vit-elle financièrement? Question numéro 3. Alors, ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais j'ai l'habitude de dire, je peux pas trop parler du business de la boîte sur les conférences parce que je risque de dire des bêtises, ça risque d'avoir un impact sur comment la boîte est cotée. Donc, je peux pas vraiment parler de est-ce que la boîte va bien ou pas. Par contre, en fait, l'open source, c'est pas du tout notre business. Nous, ce qu'on fait, c'est on aide les marchands, les small business à gérer leur business, donc avec du paiement, avec ce genre de choses. Donc, voilà, je suis pas trop rentré dans ce que fait Square, mais on a un vrai business à côté qui n'a rien à voir avec l'open source. Allez, je vais encore prendre quelques questions. Qui arbitre sur la création d'une librairie? Qui valide le fait de réinventer la roue? Par exemple, qui valide la création de Mochi quand d'autres librairies JSON existent? Personne. C'est simplement, là, en l'occurrence, ça devait être Jesse et Jake qui se sont dit, bon, il y en a marre. Et du coup, qui a décidé de faire quelque chose. Et il n'y a pas de souci. On n'a pas du tout on est vraiment décentralisé même là-dessus. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, c'est ton problème. Évidemment, il y a quand même une grosse culture de partage. Donc, les ingénieurs vont faire un truc complètement débile. Ses collègues vont lui dire, mais c'est complètement débile. Du coup, il va pas le faire.
Donc la question sur quand est-ce que ça sort en France Square, évidemment, je peux pas y répondre. Euh, Vous n'êtes pas noyé sous les informations si tout le monde partage tout? Ça, c'est une très bonne question parce que oui, c'est vrai. Quand tu arrives, on donne ton email et d'un seul coup, tu reçois 100, 200 emails par jour. C'est la folie. Donc, on explique aux gens comment définir des filtres, etc. Et on a des cours sur tout ce qui est inbox zéro. Donc, on apprend à tous les employés. On leur recommande fortement de suivre les cours sur tout ce qui est inbox zéro. Pour ceux qui se demandaient pourquoi il y avait Avocado Toast dans le titre du talk, voilà, c'est tout. Non. Comment on organise le partage de connaissances? On envoie des emails. On a aussi des wikis, Google Docs, plein d'autres trucs. C'est pas très centralisé. C'est le problème d'être tous centralisés. On fait un peu tout ce qu'on veut. Est-ce que vous faites du Scrum, Kanban, whatever chez Square? On fait un peu ce qu'on veut. On utilise souvent Jira. On a il y a des équipes qui font des sprints, etc. Il y en a d'autres qui font pas du tout ça. C'est un peu, on prend un peu ce qu'on veut là-dedans et voilà. Voilà, c'est compliqué les questions. Ouais, désolé Marion, j'essaie d'aller assez vite. Comment fait Jack Wharton pour être si productif? Je sais pas trop. Et il est très 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 efficace, je pense. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des managers qui vont vous demander de produire des deadlines très trop régulièrement, tenir des deadlines? Oui et non. Les managers sont des engineering managers, donc ils sont toujours les managers d'engineering. Et oui, ça arrive, et dans ces cas-là, on pose ce qu'on fait et on tient les deadlines, mais on sait qu'on peut pas tenir des deadlines pendant un an en ayant des deadlines tight. Bon, les amis, je pense que je vais m'arrêter là, mais je serai dans le Slack, je sais pas où. Est-ce qu'il faudrait que je crée un Slack? Marion, dis-moi. Ok. Eh ben, on va créer un Slack tout de suite. Je vais créer un Slack. Je vais l'appeler League Canary, comme ça, voilà. Non, en fait, il y en a un, pardon. Il y a un Slack Toll pour request yoga avocado toast. Comme ça, c'est clair. Je vais continuer là-dedans. Je vous répondrai là-dedans. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi, voilà, de ne pas avoir lâché alors que c'était quand même le gros bordel. C'était intéressant comme expérience. J'allais vous faire un bisou. Voilà. À la prochaine.